Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo avec le détail et des explications supplémentaires concernant l'activité de la semaine dernière. Vous aviez à étudier un certain nombre de cellules et puis à corriger donc ces observations sur le tableau que vous aviez à compléter. Alors ensuite, vous deviez étudier les différentes échelles du vivant. Vous avez donc eu cet exercice à faire avec les différentes structures du vivant qui pouvaient être observées à différentes échelles. L'organisme étant le plus grand, puis cet organisme contient des organes, cet organe est décomposé en tissu, ce tissu contient des cellules, qui lui-même va contenir les organites dont nous avions déjà parlé au premier chapitre. À l'intérieur de ces cellules, on va également trouver des molécules qui sont synthétisées et qui sont bien souvent de très petite taille. Et chacune de ces molécules, comme vous avez pu le voir en chimie, sont constituées d'atomes. Donc vous avez ce schéma qui est dans votre cahier normalement, et vous allez mettre un titre, comme quoi il s'agit des différentes échelles du vivant. Pour bien vérifier si vous aviez compris, je vous avais mis également les quatre des organismes que nous avons étudiés et nous devions repérer dans un tableau les différentes structures en fonction de leur échelle. Donc si je prends le lierre par exemple, l'organisme du lierre peut mesurer entre 1 mètre, 1,75 m, un peu moins, ça va dépendre, ou un peu plus. Donc je vais pouvoir le positionner à l'échelle du mètre. Un individu humain, lui, sera positionné également à l'échelle du mètre. Contrairement à l'euglène qui, elle, comme on peut le voir au niveau de l'échelle ici, qui est de 10 micromètres, va correspondre à peu près 30-40 micromètres de taille. Son organisme, à elle, va donc être beaucoup plus petit. Et la levure, de même, 0,01 mm de diamètre à peine, on va donc se situer, pareil, dans le même ordre de grandeur que mon euglène. Si je continue à le remplir, donc je vais pouvoir noter organisme à ces différents endroits. Voyons maintenant ce qui se passe pour les organes. Donc, les organes, pour le lierre, c'est une feuille par exemple, une tige ou une racine. On va donc pouvoir le positionner à l'échelle du centimètre, quelques centimètres. Pour l'échelle du corps humain, on va pouvoir le positionner pour l'organe du pancréas par exemple à une dizaine de centimètres. Et par contre, pour l'euglène et la levure, on ne va pas pouvoir observer d'organes. Donc si je continue dans les différentes échelles, je descends à l'échelle du tissu pour le lierre. Je vois qu'il existe plusieurs tissus, le parenchyme avec des cellules chlorophylliennes et le parenchyme sans cellules chlorophylliennes. Je vais donc pouvoir positionner le tissu à cet endroit-là. Pour le tissu du pancréas humain, par exemple, on va pouvoir positionner également à l'échelle du centimètre. Et pour les euglènes et levures, il n'y a pas de tissu non plus, puisque ça nécessite d'avoir plusieurs cellules. Voyons maintenant les cellules. Elles sont à une échelle de quelques micromètres, et les organites qui sont situés à l'intérieur, comme là les chloroplastes par exemple, ou le noyau, vont être inférieurs à l'échelle du micromètre. Pour les cellules pancréatiques ici, qui sont sécrétrices par exemple, on va voir quelques vésicules, noyaux, mitochondries également, qui sont les organites situés à l'intérieur de la cellule. On est à l'échelle de quelques micromètres pour la cellule et inférieur au micromètre pour les organites. Là par contre, nos organismes unicellulaires ici, on va pouvoir noter quelque chose. L'organisme correspond à la taille de la cellule, donc quelques micromètres, et les organites vont avoir globalement la même taille que celle des pluricellulaires. Pour la levure, alors pour terminer cette échelle, nous pouvons observer des molécules à l'intérieur de chacune de ces cellules. Des molécules peuvent être plus ou moins grosses, mais elles sont toutes constituées d'atomes qui ont tous la même taille.
Donc, on va pouvoir, dans chacun des organismes, trouver des molécules qui sont un assemblage d'atomes, et donc on va retrouver cette même échelle, quel que soit l'organisme, qu'il soit pluricellulaire ou unicellulaire. Pour conclure, on a donc un organisme unicellulaire qui va, avec une seule et unique cellule, pouvoir faire toutes les fonctions qui lui sont vitales. Se reproduire, se nourrir, se déplacer, etc. Alors que dans un organisme pluricellulaire, on va avoir plusieurs organes et chacun de ces organes auront pour rôle d'assurer une grande fonction. Dans ces organes, on observera des cellules qui sont spécialisées et qui sont organisées sous forme de tissus. On va donc regarder par la suite l'organisation des cellules spécialisées chez un organisme pluricellulaire. Pour cela, vous deviez me faire un schéma à partir des différents tissus qui vous étaient présentés. En cours, avec les élèves qui étaient présents, nous avons pu faire une maquette à l'aide de ces petits schémas qui étaient représentés ici. Donc pour la peau, par exemple, si on regarde bien comment est formé ce tissu, on voit qu'il y a d'abord une première couche qui s'appelle l'épiderme et qui est composée de deux sortes de cellules, kératinocytes et mélanocytes. Puis en dessous, on observe un derme avec un tissu beaucoup plus lâche qui est composé de fibroblastes. Si je veux faire un schéma de ça, je vais donc pouvoir mélanger mes kératinocytes et mes mélanocytes qui ont la possibilité de fabriquer plus ou moins de mélanine. Et plus on va avoir de mélanocytes riches en mélanine, plus on va avoir la peau foncée. Cette couche constituée de ces deux cellules est appelée l'épiderme. C'est ce premier tissu, le plus externe. En dessous, on observe un tissu plus lâche qui s'appelle le derme et qui est constitué de fibroblastes. Entre ces cellules, on a un espace que l'on va appeler la matrice extracellulaire et qui a un rôle très important dans le fait de tenir les cellules entre elles et de pouvoir leur conférer le rôle qui leur est nécessaire. Deuxième possibilité de schéma que vous aviez, c'était en rapport avec la feuille de lierre. Donc là, il s'agissait de repérer le tissu riche en chloroplastes qui s'appelle le parenchyme palissadique et un tissu pauvre en chloroplastes que l'on appelle le tissu parenchyme lacuneux. Il existe également un tissu ici qui est l'épiderme avec une couche de cellules protectrices qui, comme vous le voyez, ne sont pas vertes, donc ne contiennent pas de chloroplastes non plus. Une des possibilités de schéma que vous pouviez faire était celle-ci. Le parenchyme palissadique avec des cellules chlorophylliennes parfaitement rangées et un parenchyme lacuneux avec des cellules non chlorophylliennes un peu dans le désordre et des espaces entre les cellules beaucoup plus grands. Troisième sorte de tissu que vous pouviez me schématiser, c'était le pancréas. Donc là, même chose, des cellules acineuses ou des cellules des îlots de Langerhans qu'on appelle cellules alpha ou bêta, comme vous l'avez vu dans l'activité précédente. On peut alors représenter ce schéma de la façon suivante. Des cellules acineuses sécrétrices tout autour et à l'intérieur regrouper les cellules alpha et bêta formant l'îlot de Langerhans. Entre chacune de ces cellules, on retrouve évidemment les espaces intercellulaires que l'on appelle matrices extracellulaires. Alors dans la suite de l'activité, on doit justement se poser la question du rôle de cette matrice extracellulaire. On a pu voir que, notamment pour les cellules animales, elles avaient pour rôle de maintenir les cellules entre elles pour former un tissu bien cohérent. Dans le cas des cellules végétales, elles vont avoir un rôle supplémentaire. On voit ici la paroi que l'on appelle paroi pectocellulosique. Si on effectue un traitement particulier sur ces cellules, par exemple d'élodée ici, et qu'on regarde ensuite l'aspect de ces cellules, eh bien on voit que non seulement elles ne sont plus associées les unes avec les autres, mais en plus leur forme n'est plus du tout la même. On avait des cellules rectangulaires ici, on se retrouve avec des cellules totalement rondes à cet endroit-là. Par conséquent, ici, la matrice extracellulaire constituée de la paroi
va permettre de donner une forme à la cellule. Cette paroi pectocellulosique, quand on regarde d'un peu plus près, est constituée de microfibrilles, de cellulose et également de pectine enroulées dans cette maille. Cette cellulose va permettre une certaine élasticité entre les deux cellules, mais comme la membrane ici est accrochée à cette cellulose, on va alors avoir un maintien qui lui confère une forme. Si on regarde d'un peu plus près, la cellulose et la lignine sont deux molécules qui peuvent être fabriquées dans la paroi des cellules végétales. Le sclérenchyme est un tissu qui est rigide, permettant le soutien de la cellule, alors que le parenchyme est un tissu qui va être beaucoup plus élastique et qui va pouvoir se déformer en fonction de la température et de la quantité d'eau présente dans les cellules. Le sclérenchyme, ici, est constitué essentiellement de lignine, puisque coloré en vert. Par conséquent, le sclérenchyme va être un tissu rigide, parce que la lignine est une molécule qui va permettre de rigidifier les cellules entre elles. Le parenchyme, lui, va être un tissu plus élastique, plus déformable, parce qu'il va posséder une cellulose qui lui permet, entre ces cellules, d'avoir plus d'élasticité. On va donc pouvoir conclure sur cette organisation des cellules spécialisées dans un tissu en disant que les organes assurent une fonction vitale et qu'ils sont constitués de différents tissus. Les tissus sont composés de cellules spécialisées qui jouent un rôle bien précis et elles vont produire des molécules qui vont leur permettre un fonctionnement particulier, mais qui peuvent également être libérées dans l'espace entre les cellules. Ces molécules qui sont envoyées dans l'espace entre les cellules sont appelées la matrice extracellulaire ou paroi chez les végétaux et elles vont permettre non seulement de leur conférer une forme bien particulière, de faire adhérer les cellules entre elles, mais également de déterminer une certaine fermeté ou au contraire une élasticité des tissus. Nous avons donc vu qu'il existe un très grand nombre de tissus différents avec des cellules bien spécialisées. Il serait intéressant de se demander comment les cellules se spécialisent-elles chez un organisme pluricellulaire. Alors, en général, la première idée qui vient, c'est ça dépend des gènes. Ça dépend de l'ADN qui est contenu dans la cellule. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes chromosomes. Ça, ce sont les idées que vous aviez en collège. Donc la question que moi je vais me poser, c'est quoi l'ADN? C'est quoi un gène? C'est quoi un karyotype? C'est quoi des chromosomes? Et donc pour ça, il va falloir qu'on aille regarder d'un peu plus près l'information génétique présente dans les cellules spécialisées. Et donc dans un premier temps, vous allez devoir étudier la structure de la molécule d'ADN. L'activité 3, qui va vous être distribuée ou que vous pouvez retrouver sur le Padlet, va vous donner un lien pour pouvoir accéder à une vidéo. Vous aurez alors à commenter cette vidéo. Vous faites en quelque sorte la voix off de la vidéo pour pouvoir m'expliquer la structure de cette molécule d'ADN. Vous aurez ce travail à faire pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez pu avoir les informations qui vous manquaient et que vous allez pouvoir travailler dans de bonnes conditions.